En 1703, un homme meurt dans sa cellule à la prison de la Bastille. Il est enterré sous un faux nom, Marchioli. Aucune famille, aucun passé officiel et aucune identité. Pendant plus de 30 ans, il aura été détenu dans plusieurs forteresses françaises. Toujours isolé, toujours surveillé et toujours masqué. On l'appellera plus tard l'homme au masque de fer. Bienvenue sur Obscurious. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des prisonniers les plus célèbres et les plus énigmatiques de France, l'homme au masque de fer. Qui était-il vraiment? Dans cette 4e enquête, nous allons raconter sa légende. Pour comprendre l'affaire, il faut tout d'abord comprendre le contexte. Nous sommes sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, monarchie absolue, pouvoir centralisé et autorité incontestée. L'État contrôle l'information. Les prisons d'État sont utilisées pour faire disparaître les individus jugés dangereux politiquement. Parmi ces prisons, Pignerol, une prison située dans une enclave des Alpes italiennes qui était française à ce moment-là. Exil, dans le Dauphiné, à quelques pas de Pignerol. L'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes. Et enfin, la Bastille, à Paris. Contrairement au mythe, nous disposons de faits établis. Notre histoire commence le 21 août 1769, où un homme arrêté à Calais est emprisonné sans jugement sur ordre du roi. Le prisonnier est masqué. Personne ne doit l'approcher et lui adresser la parole. Le prisonnier est confié à un homme, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, gouverneur de la prison de Pignerol, qui a reçu l'ordre de Louvois, secrétaire d'État à la guerre sous Louis XIV, d'aménager un cachot spécial pour ce prisonnier. Et c'est Saint-Mars lui-même qui lui donnera à manger et personne d'autre. Saint-Mars a pour ordre de le menacer de mort s'il lui adresse la parole. Le mystérieux prisonnier reste pendant 12 ans dans la prison de Pignerol et il est transféré dans celle d'exil en 1681 dans le Dauphiné, dans laquelle Saint-Mars vient d'être nommé gouverneur. Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars est quelqu'un d'ambitieux et vit cette nomination comme une punition. En 1687, Saint-Mars obtient enfin sa mutation vers la prison royale de l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, en Côte d'Azur, et y transfère avec lui son mystérieux détenu masqué. Contrairement aux autres prisonniers, celui-ci bénéficie de conditions de détention exceptionnellement favorables. Linge de qualité, repas servis dans de l'argenterie, accès à la lecture et possibilité de jouer de la musique dans une cellule relativement grande et confortable construite spécialement pour lui. En 1698, Saint-Mars est de nouveau muté dans une autre prison bien connue, celle de la Bastille à Paris, en tant que gouverneur de celle-ci, dans laquelle il emmène une nouvelle fois son célèbre captif. Le prisonnier y meurt en 1703. Il est enregistré sous le nom de Marchioli, âgé de 45 ans. Une identité et un âge qui semblent toutefois inexacts, ajoutant encore au mystère qui entoure sa véritable identité. Le mystérieux homme est enterré au cimetière Saint-Paul de Paris,
tandis que ses effets personnels et ses habits sont brûlés à l'aube. Les murs de sa cellule auraient même été raclés et blanchis à la chaux. Cela signifie une chose, ce prisonnier n'était pas ordinaire. Un simple criminel n'aurait pas bénéficié d'un tel dispositif. On ne va pas se mentir, c'est grâce au masque que cette affaire est devenue un véritable mythe. Mais historiquement, il s'agissait très probablement d'un masque de velours noir et non d'un casque en métal qui était porté seulement de temps en temps. L'image du masque de fer est popularisée plus tard par Voltaire, puis par Alexandre Dumas. Le masque n'était pas destiné à torturer, il servait à cacher un visage et donc une identité. De plus, le fait de porter en continu un masque de fer aurait très probablement causé des maladies au niveau du visage et notamment une septicémie. Nous entrons maintenant dans le cœur du mystère. Nous allons mettre de côté les théories les plus farfelues et les plus romanesques pour nous concentrer sur les 3 hypothèses qui sont les plus plausibles d'après certains historiens. C'est l'une des théories les plus célèbres, popularisée par Voltaire dans plusieurs de ses ouvrages, et notamment Le siècle de Louis XIV, chapitre 25. Selon cette hypothèse, Anne d'Autriche aurait accouché de jumeaux. Pour éviter un conflit de succession et une rivalité dynastique, l'un aurait été caché dès sa naissance. Il aurait été couvert d'un masque pour éviter que sa ressemblance avec le roi ne révèle une vérité dangereuse pour la couronne. Les historiens s'appuient notamment sur le déroulement de la naissance royale. Immédiatement après l'accouchement, Louis XIII aurait conduit la cour à la chapelle du château de Saint-Germain pour un Te Deum solennel, ce qui aurait permis de dissimuler l'existence d'un second enfant. Mais aucun document de naissance ne l'indique, et la généalogie capétienne ne montre aucune prédisposition particulière aux naissances gémellaires. Et surtout, la naissance de Louis XIV s'est déroulée publiquement, devant un grand nombre de témoins, conformément à la tradition qui visait à garantir la légitimité du futur souverain. Le fait de garder en vie le mystérieux prisonnier et son train de vie confortable renforce cette théorie. On ne pouvait pas supprimer quelqu'un de sang royal. Cette hypothèse est séduisante, mais historiquement peu probable. C'est l'hypothèse privilégiée par de nombreux historiens et l'une des plus probables, d'après notamment les historiens Christophe Roustan de la Tour et Jean-Christian Petit-Fils. Eustache d'Auger était un valet arrêté en 1669 et enfermé dans la prison de Pignerol que j'ai précédemment citée, la même prison dans laquelle on aurait enfermé Nicolas Fouquet, 4 ans plus tôt, l'ancien surintendant des finances, jugé pour détournement de fonds et malversation, et dans laquelle sera aussi emprisonné le duc de Lauzun 2 ans plus tard. Eustache d'Auger aurait été impliqué dans des secrets diplomatiques. Peut-être une affaire d'espionnage, de trahison ou de secrets impliquant des hauts personnages. Son silence était impératif. Il ne devait en aucun cas parler à son geôlier et à quiconque, sous peine d'être tué dans la foulée. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi le garder en vie et ne pas le supprimer ou le laisser mourir à petit feu ? Cette question intrigue. Certains historiens évoquent une machination de la part de Saint-Mars, qui était alors gouverneur de la prison de Pignerol, qui, ayant perdu ses prisonniers les plus prestigieux, comme Nicolas Fouquet mort dans sa cellule et le duc de Lauzun libéré quelques années après son incarcération, voulait se donner de l'importance en construisant sa légende de toutes pièces, celle du prisonnier au masque de fer. Saint-Mars voulait faire croire qu'il s'occupait encore d'un prisonnier d'importance.
Une troisième hypothèse est une version alternative de la précédente. Et si Nicolas Fouquet n'était pas mort à la prison de Pignerol en 1680 ? Aucun acte officiel ne vient constater son décès. C'est ce flou qui amène certains historiens à penser que Nicolas Fouquet pourrait être l'homme au masque de fer. S'il est déclaré mort mais toujours en vie, plus personne ne doit plus voir son visage. Cette théorie justifierait le confort de la cellule aménagée spécialement pour lui à la prison de Sainte-Marguerite, avec de l'espace, une cheminée, des toilettes et les déplacements en porteur réservés généralement à la noblesse. D'après certains historiens, Fouquet serait mort dans sa cellule au fort royal de l'île Sainte-Marguerite. Après ça, pour enfouir la vérité, un autre prisonnier aurait pris la place de l'homme au masque de fer, et notamment un ancien diplomate italien nommé Antonio Mattioli, emprisonné pour trahison diplomatique. En 1694, Mattioli quitte la prison de Pignerol pour celle de Sainte-Marguerite, et la même année, il est déclaré mort. 4 ans plus tard, l'homme au masque de fer est transféré à la prison de la Bastille. En 1703, lorsque l'homme au masque de fer est décédé à la Bastille, c'est le nom de Marchioli qui est inscrit sur l'acte de décès. Ceci afin d'écarter le nom de Nicolas Fouquet derrière le masque de fer. De plus, Marchioli est étrangement proche de Mattioli. En 1703, Nicolas Fouquet aurait eu 89 ans, alors que Mattioli aurait eu 63 ans. Il est donc peu probable que ce soit Nicolas Fouquet qui meurt en 1703 en étant l'homme au masque de fer. Plusieurs éléments intriguent. Saint-Mars conserve systématiquement le prisonnier à chaque mutation, de prison en prison. Les correspondances sont codées. Les ordres sont secrets et donnés directement par le roi Louis XIV et son ministre Louvois. La vraie question n'est peut-être pas qui était-il, mais que savait-il ? Pourquoi ne pas simplement le supprimer ou le laisser mourir ? Plusieurs raisons possibles. Éviter un scandale public, protéger une figure puissante, éviter qu'il ne devienne martyr, ou empêcher la divulgation d'un secret diplomatique. Un homme mort peut susciter des rumeurs, alors qu'un homme caché disparaît. Depuis le XVIIIe siècle, l'énigme de l'homme au masque de fer n'a cessé de fasciner historiens, écrivains et artistes. Popularisée dès la première moitié du XVIIIe siècle par Voltaire, l'affaire a suscité, jusqu'à la fin du XXe siècle, plusieurs milliers d'ouvrages et d'articles, dont environ 200 études approfondies. 3 colloques internationaux lui ont même été consacrés, signe de l'intérêt durable qu'elle suscite. Sur le plan littéraire, la figure du mystérieux prisonnier est entrée dans l'imaginaire collectif grâce à Alexandre Dumas, qui en fait un frère jumeau de Louis XIV dans Le Vicomte de Bragelonne, dernière partie de la trilogie des Mousquetaires. Au XXe siècle, Marcel Pagnol reprend et développe cette hypothèse dans son essai historique Le secret du masque de fer, où il défend également l'idée d'un frère jumeau caché. Victor Hugo va lui aussi reprendre cette théorie dans son œuvre inachevée Les Jumeaux. Le mythe a également inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, notamment le film hollywoodien The Man in the Iron Mask, réalisé par Randall Wallace avec Leonardo DiCaprio, ainsi que la version de 1939 réalisée par James Whale. Ces productions de cap et d'épée ont largement contribué à ancrer la légende dans la culture populaire. Au total, on dénombre une vingtaine de romans, plusieurs pièces de théâtre et une quinzaine de films consacrés à cette énigme, faisant de l'homme au masque de fer l'un des plus célèbres mystères de l'histoire française. Alors, qui était-il vraiment ? Un valet ?
Un espion? Un secret royal? Un frère caché? Peut-être que la vérité était moins spectaculaire que ce que la légende veut bien nous faire croire. Ou peut-être que le véritable secret n'était pas son identité, mais ce qu'elle menaçait. Si ce genre d'enquête vous intrigue et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres mystères nous attendent, et certains sont bien plus proches qu'on ne le pense.